La petite fille n'avait plus prononcé un seul mot depuis une nuit terrible. Au tribunal, l'avenir d'un homme dangereux dépendait de son silence. Mais elle a fait un petit signe à son chien, et quelque chose d'imprévu s'est produit. Le juge a alors interrompu le procès. Abonnez-vous pour ne pas manquer les nouvelles histoires et écrivez dans les commentaires d'où vous nous regardez. La ville de Bellwood, nichée au cœur humide de la Louisiane, était le genre d'endroit où le changement venait lentement, où les mêmes visages se saluaient année après année, et où l'odeur du cyprès et du magnolia flottait dans l'air. C'était une ville aux rues tranquilles et aux familles très unies, un lieu où tout le monde connaissait ses voisins et où les enfants jouaient sous le regard attentif de leurs aînés. Mais depuis un mois, quelque chose avait changé dans la maison des Brooks. La chaleur qui remplissait autrefois leur foyer avait été remplacée par un silence troublant, une quiétude qui s'accrochait au mur comme une ombre. Nia Brooks, 7 ans, avait toujours été une enfant pleine de vie, son rire résonnant dans la maison tandis qu'elle jouait dans le jardin, tourbillonnant pieds nus dans l'herbe verte et épaisse. Elle avait le don de remplir les plus petits espaces de son énergie, l'habitude de bavarder toute seule en coloriant ou de murmurer des histoires à ses animaux en peluche avant de dormir. Elle n'avait jamais eu peur du noir, n'avait jamais hésité à courir jusqu'au bout de l'allée lorsque le camion de glace passait dans la rue. Mais maintenant, tout avait changé. Il y a un mois, quelque chose s'était passé dans leur maison, quelque chose qui avait volé la voix de Nia. Sa mère, Camille Brooks, se souvenait de cette nuit avec une clarté qui lui donnait des frissons. Elle était rentrée tard de son service à l'hôpital, entrant dans la maison silencieuse en s'attendant à trouver sa fille endormie. Au lieu de cela, elle avait trouvé la porte d'entrée légèrement entr'ouverte, la serrure déverrouillée. Son cœur s'était emballé dans sa poitrine alors qu'elle se précipitait à l'intérieur, appelant le nom de Nia. Elle a trouvé sa fille quelques minutes plus tard, cachée dans le placard de la chambre, recroquevillée en une boule tremblante, les bras enroulés autour de ses genoux. Elle avait essayé de convaincre la fillette de parler, l'avait tenue près d'elle en lui murmurant des paroles rassurantes, mais Nia l'avait seulement regardée avec des yeux grands et vides. Elle ne voulait pas dire ce qui s'était passé. Elle ne voulait pas dire qui était là. La police était arrivée, fouillant la maison à la recherche de signes d'effraction, de quoi que ce soit de manquant ou de déplacé. Mais il n'y avait rien. Pas de fenêtre cassée, pas d'empreinte de pas sur le sol, aucun indice indiquant que quelqu'un était entré. Rien n'avait été volé et il n'y avait aucune preuve d'un intrus. Finalement, les officiers ont échangé des regards, leurs expressions prudentes mais dubitatives. Sans preuve, sans témoignage, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. L'affaire avait été classée comme une possible fausse alerte, et après quelques jours, la ville était passée à autre chose. Mais pas Nia. Depuis cette nuit-là, elle n'avait pas prononcé un seul mot. Elle avait cessé de jouer dehors, de dessiner, de répondre à autre chose qu'aux instructions les plus directes. Elle mangeait à peine, dormait à peine. Camille avait tout essayé, ses livres préférés, son lapin en peluche, des bains chauds et des berceuses avant de dormir. Mais rien ne fonctionnait. Sa fille s'enfonçait de plus en plus dans le silence, s'éloignant de plus en plus du monde qui l'entourait. Pire encore, Nia avait développé une habitude tenace. Chaque nuit, longtemps après que Camille l'ait mise au lit, la petite fille sortait de sous ses couvertures et s'asseyait près de la fenêtre. Elle pressait son front contre la vitre, ses petits doigts agrippant le rebord, et regardait dans l'obscurité au-delà du jardin. Camille l'avait surprise la première fois par accident, se réveillant au milieu de la nuit pour boire un verre d'eau. Elle avait poussé la porte de la chambre de Nia et l'avait trouvée assise là, immobile, regardant le jardin éclairé par la lune avec une expression qui lui avait glacé le sang. Nia, avait-elle murmuré en s'approchant. La fillette n'avait pas répondu. Elle avait seulement continué à regarder, sa respiration lente et superficielle, ses petites mains serrées en poing. Camille l'avait ramenée au lit, l'abordant et lui caressant les cheveux jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Mais la nuit suivante, et la nuit d'après, elle l'a retrouvée là, à guetter. Au début, Camille avait essayé de se raisonner. Peut-être que Nia était juste agitée. Peut-être qu'elle attendait quelque chose, son père qui n'avait jamais fait partie de leur vie, ou une réponse à une question qu'elle ne pouvait pas poser. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, le sentiment de malaise ne faisait que grandir. Ce n'était pas seulement que Nia regardait, c'était la façon dont elle regardait, comme si elle attendait que quelque chose revienne.
La peur a commencé à s'installer profondément dans les os de Camille, une terreur instinctive qu'elle ne pouvait expliquer. Elle a commencé à vérifier les serrures 2 fois chaque soir, à tirer les rideaux avant de se coucher, à laisser la lumière du porche allumée même si cela ne perçait que peu l'obscurité au-delà des arbres. Et pourtant, quoi qu'elle fasse, le sentiment persistait. La police avait déjà classé l'affaire, peu disposée à poursuivre un crime qui ne laissait aucune trace. Camille les avait appelés une fois de plus après s'être réveillée pour trouver le portail grand ouvert, bien qu'elle l'ait verrouillé la veille. Mais encore une fois, il n'y avait rien à trouver. La seule personne qui semblait la prendre au sérieux était le détective Adam Evans. Il avait été l'enquêteur principal la nuit où Camille avait signalé l'effraction, et bien qu'il ait été limité par le même manque de preuves que le reste du service, quelque chose dans cette affaire l'avait marqué. Il a rendu visite à la maison une semaine plus tard, s'asseyant à la table de la cuisine pendant que Camille lui versait une tasse de café. Il a écouté attentivement, la regardant avec des yeux sombres et perspicaces pendant qu'elle expliquait ce qui se passait depuis cette nuit. Elle n'a pas prononcé un seul mot, dit Camille, en roulant ses mains autour de sa tasse. Pas même un murmure. Et elle reste juste assise là, à regarder par la fenêtre chaque nuit. Evans se pencha légèrement en avant. Vous pensez qu'elle cherche quelque chose ? Camille hésita. Je pense qu'elle a peur. Le détective jeta un coup d'œil vers le couloir, où Nia était recroquevillée sur le canapé, feuilletant distraitement les pages d'un livre qu'elle ne lisait pas. Je sais que ça n'a pas beaucoup de sens, admit Camille en baissant la voix, mais je le sens, Adam. Quelque chose ne va pas. Ce n'était pas juste dans ma tête. Quelqu'un était là cette nuit-là. Quelqu'un la surveillait. Evans ne la rejeta pas d'emblée. Il hocha la tête, posant sa tasse. Le problème, c'est que sans une déclaration de sa part, je ne peux pas faire grand-chose. Si seulement elle pouvait nous le dire. Elle ne peut pas, l'interrompit Camille en secouant la tête. Elle ne veut pas. Evans expira, se frottant la mâchoire. Il regarda de nouveau Nia, songeur. Avez-vous envisagé une thérapie ? Un spécialiste qui travaille avec des cas de traumatisme ? Oui. Dit Camille, mais elle ne veut pas leur parler non plus. Ils disent qu'elle souffre de mutisme sélectif, que c'est une réponse au traumatisme. Evans hocha lentement la tête, réfléchissant. Alors peut-être que les mots ne sont pas la solution. Camille fronça les sourcils. Que voulez-vous dire ? Il y a d'autres moyens d'aider un enfant à se sentir de nouveau en sécurité, dit-il. D'autres moyens de l'aider à guérir. Elle pouvait entendre le poids de la suggestion dans sa voix, et à la fin de la semaine, elle avait pris sa décision. Camille avait toujours été prudente dans ses décisions concernant Nia. En tant que mère célibataire, chaque choix pesait lourdement sur ses épaules, chaque pas en avant mesuré par rapport aux conséquences possibles. Elle n'avait pas le luxe de faire des essais et des erreurs quand il s'agissait du bien-être de sa fille. Mais après cette conversation avec le détective Evans, quelque chose s'est installé dans son esprit, comme une pierre tombant dans l'eau. Elle devait faire quelque chose de différent. Parler ne fonctionnait pas, attendre ne fonctionnait pas, et chaque nuit où elle trouvait sa fille assise à la fenêtre, silencieuse et immobile, elle ressentait un sentiment d'impuissance de plus en plus profond. L'idée d'un animal thérapeutique n'était pas quelque chose qu'elle avait jamais envisagé auparavant, mais après avoir passé des heures à lire des articles et des études sur le sujet, elle ne pouvait se défaire du sentiment que c'était peut-être exactement ce dont Nia avait besoin. Les animaux avaient une façon d'atteindre les gens quand les mots échouaient. Ils pouvaient offrir sécurité, stabilité, compagnie, et peut-être, juste peut-être, un chien pourrait aider Nia à retrouver son chemin hors de l'endroit sombre où elle s'était réfugiée. Une semaine après la conversation avec Evans, Camille a pris rendez-vous avec un centre de réadaptation spécialisé qui formait des chiens d'assistance pour les survivants de traumatisme. Le centre était situé à la périphérie de la ville, un long trajet en voiture au-delà de vastes champs et de forêts denses. En entrant dans le parking en gravier, elle jeta un coup d'œil à Nia dans le rétroviseur. La petite fille était assise tranquillement dans son rehausseur, les mains jointes sur ses genoux, les yeux lointains. « On est arrivé, ma chérie », dit doucement Camille. Nia ne répondit pas. Elle ne le faisait jamais ces derniers temps. Camille se pencha en arrière et serra les petits doigts de sa fille,
puis détacha sa ceinture de sécurité et sortit de la voiture. Le soleil était bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur la propriété clôturée du centre. Plusieurs chiens parcouraient la grande zone d'entraînement extérieure, certains jouant, d'autres assis docilement à côté de leur maître. Une femme d'une quarantaine d'années, aux yeux vifs et au comportement calme, s'approcha d'eux alors qu'ils montaient sur le porche de l'établissement. « Vous devez être Camille », dit la femme, offrant une poignée de main ferme mais chaleureuse. « Je suis le docteur Allison Vaughn. Nous nous sommes parlé au téléphone. » Camille hocha la tête. « Merci de nous recevoir. » Le regard du docteur Vaughn se porta sur Nia, son expression s'adoucissant. Elle n'essaya pas d'engager la conversation avec l'enfant, ne s'accroupit pas pour parler d'une voix aiguë comme le faisaient tant de personnes bien intentionnées. Au lieu de cela, elle sourit simplement et fit un geste vers l'entrée. « Entrons, dit-elle. » L'intérieur du centre était propre et bien éclairé, l'odeur d'antiseptique se mêlant à l'odeur terreuse des chiens. Des photos encadrées tapissaient les murs, des images d'enfants avec leurs chiens de thérapie, leurs expressions variant d'une confiance tranquille à une joie sans retenue. « Nous travaillons avec une variété de cas ici, expliqua le docteur Vaughn en les conduisant dans un couloir. Des enfants autistes, atteints de SSPT, de troubles anxieux. Certains de nos chiens sont spécifiquement formés pour les handicaps physiques, d'autres pour le soutien émotionnel. » Elle s'arrêta devant une grande pièce avec des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur la cour d'entraînement. À l'intérieur, plusieurs chiens se reposaient sur des pelles orthopédiques tandis que d'autres suivaient leur maître à travers une série d'exercices. « Je sais que vous avez mentionné au téléphone que Nia souffre de mutisme sélectif, » poursuivit le docteur Vaughn, jetant un bref regard à la petite fille qui se tenait silencieusement à côté de sa mère. « A-t-elle déjà montré de l'intérêt pour les animaux auparavant ?» Camille hésita. Elle adorait regarder des vidéos de chiots quand elle était plus jeune. Et elle avait un chien en peluche qu'elle emportait partout quand elle avait 3 ans. Le docteur Vaughn hocha la tête. « C'est un bon début. » Elle appuya sur un bouton de l'interphone à côté de la porte. Quelques instants plus tard, un autre dresseur entra dans la pièce, menant un grand berger allemand en laisse. « Voici Rex, » dit le docteur Vaughn. « C'est un ancien chien policier. » Camille retint son souffle en voyant le chien. Il était impressionnant, grand et fort, son pelage un mélange de noir profond et de fauve chaud. Une longue cicatrice dentelée courait le long de son flanc, un rappel visible de son passé. Il était assis avec une posture parfaite, les oreilles dressées, ses yeux marron foncé scrutant la pièce avec une intelligence tranquille. Il a été blessé en service, poursuivit le docteur Vaughn. Il a reçu un coup de couteau sur le côté en protégeant son maître. Il s'est rétabli, mais le service a décidé de le mettre à la retraite anticipée. Il est dans notre programme depuis 1 an maintenant, travaillant avec des enfants qui ont vécu un traumatisme. Camille baissa les yeux vers Nia, incertaine de ce à quoi s'attendre. La petite fille n'avait pas bougé, n'avait pas parlé, mais ses yeux étaient fixés sur Rex. Elle ne détournait pas le regard, ne se recroquevillait pas. Cela seul semblait être une avancée. Le docteur Vaughn s'agenouilla à côté du chien et donna un petit ordre. « Reste. » Rex resta parfaitement immobile. Son regard se posa sur Nia, mais il ne s'approcha pas. Le docteur Vaughn se tourna vers la fillette. « Il est très obéissant, dit-elle doucement. Si jamais tu veux qu'il s'approche, il te suffit de tendre la main. » Nia resta figée pendant un long moment. Les secondes s'étirèrent. Camille sentit son propre cœur battre la chamade en regardant sa fille, attendant, espérant. Puis, centimètre par centimètre, Nia leva sa petite main. Le mouvement était hésitant mais délibéré. Le docteur Vaughn fit un signe de tête à Rex, et le chien fit un pas lent en avant, puis un autre, puis un autre. Quand son souffle chaud effleura la paume de Nia, elle ne tressaillit pas. Elle recourba légèrement ses doigts, juste assez pour les presser dans la fourrure épaisse de son museau. C'était la première fois que Camille voyait sa fille tendre volontairement la main vers quelque chose depuis la nuit où elle l'avait trouvée cachée dans le placard. Sa gorge se serra et elle couvrit sa bouche d'une main tremblante. Le docteur Vaughn sourit. « C'est bien, ma grande. Rex t'aime bien. » L'enfant ne dit rien, mais elle ne retira pas sa main.
Au moment où ils quittèrent le centre, Rex était assis tranquillement à côté de Nia sur la banquette arrière de la voiture. La petite fille n'avait pas parlé, n'avait pas souri, mais quelque chose en elle semblait différent. Et pour la première fois depuis longtemps, Camille sentit une lueur d'espoir. La première nuit avec Rex dans la maison, Camille s'attendait à ce que Nia se replie sur elle-même, comme elle le faisait toujours avec les nouveautés. Au lieu de cela, elle s'assit à côté de lui sur le sol du salon, traçant du doigt la cicatrice sur son flanc. Il restait immobile, lui permettant d'explorer la texture de sa fourrure, ses oreilles bougeant de temps en temps au son de la maison qui craquait. Quand l'heure du coucher arriva, Camille hésita sur le seuil de la chambre de sa fille, regardant Rex se rouler en boule au pied du lit. Nia se glissa sous les couvertures, mais elle ne se tourna pas immédiatement vers le mur comme elle le faisait d'habitude. Au lieu de cela, elle resta sur le dos, fixant le plafond, sa petite main posée sur le flanc de Rex. Pour la première fois depuis des semaines, elle s'endormit sans regarder par la fenêtre. Camille resta éveillée longtemps, assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé, regardant la nuit calme. Elle ne savait pas si c'était la solution, si un chien pouvait vraiment aider à guérir les blessures qui avaient pris racine dans le cœur de sa fille. Mais c'était quelque chose. Et en ce moment, quelque chose valait mieux que rien. Les nuits étaient devenues plus calmes depuis l'arrivée de Rex. Camille se surprenait encore à se réveiller au milieu de la nuit, son corps entraîné par des semaines de stress, s'attendant à entendre le léger grincement de Nia sortant de son lit, le bruit feutré de ses petits pieds sur le sol alors qu'elle se dirigeait vers la fenêtre. Mais maintenant, chaque fois qu'elle vérifiait, elle trouvait Nia exactement là où elle l'avait laissée, recroquevillée sous sa couverture, sa petite main posée sur la fourrure épaisse du berger allemand dormant à côté d'elle. Cela aurait dû être réconfortant, un signe que les choses s'amélioraient. Et pendant un certain temps, Camille s'est laissé croire que c'était le cas. Nia n'avait toujours pas parlé, mais elle ne sursautait plus au bruit soudain. Elle mangeait plus, bien que toujours par petites bouchées mesurées, et elle ne se dérobait plus lorsque Camille tendait la main vers elle. Plus que tout, c'était la façon dont elle touchait Rex qui donnait de l'espoir à Camille. La façon dont elle laissait ses doigts s'emmêler dans sa fourrure, comme pour s'ancrer. La façon dont elle pressait son visage contre son flanc quand elle pensait que personne ne la regardait. Certains jours, Camille la trouvait assise par terre à côté de lui, en train de dessiner. Les images étaient toujours les mêmes, Nia et Rex debout ensemble dans le jardin. Pas de mots, pas d'arrière-plan, juste eux deux. Mais quelque chose en eux semblait fort, inébranlable. Pour la première fois depuis longtemps, il y avait une lueur de progrès. Puis, une semaine après l'arrivée de Rex, Camille se réveilla au son d'un grognement sourd. Elle s'assit dans son lit, le pouce accélérant. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement lointain du réfrigérateur et du bruissement du vent contre les arbres à l'extérieur. Le grognement revint, profond et régulier, vibrant à travers le plancher. Rex. Camille repoussa les couvertures, ses pieds nus heurtant le bois froid alors qu'elle sortait dans le couloir. La porte de la chambre de Nia était ouverte, juste une fente, mais suffisante. Elle avança prudemment, l'air chargé de malaise. En arrivant à la porte, elle vit la silhouette de sa fille debout près de la fenêtre, sa petite silhouette illuminée par la douce lueur du lampadaire extérieur. Ses mains étaient serrées le long de son corps. Elle ne bougeait pas. Rex se tenait à côté d'elle, son corps tendu, sa fourrure hérissée le long de sa colonne vertébrale. Ses oreilles étaient dressées, sa posture raide et alerte. Son grognement était doux mais constant, un avertissement grondant au fond de sa poitrine. Camille suivit son regard vers la fenêtre, son cœur se logeant dans sa gorge. Une silhouette se tenait au bord du jardin. Ce n'était qu'une ombre, à peine visible dans la pénombre, mais il n'y avait aucun doute. Quelqu'un était là, juste au-delà de la clôture, immobile, à regarder. Pendant un instant horrible, Camille se sentit complètement paralysée. Puis l'instinct prit le dessus. Elle se jeta sur la lampe de chevet, l'allumant. Au moment où la lumière emplit la pièce, l'ombre à l'extérieur bougea. C'était rapide, trop rapide, disparaissant dans l'obscurité, avalé par la nuit. Rex aboya, un son sec et autoritaire qui fit frissonner Camille. Nia tressaillit mais ne bougea pas. Elle fixait toujours le jardin vide, son expression indéchiffrable.
Camille se précipita, l'éloignant de la fenêtre, les mains tremblantes. Nia, ma chérie, ça va? Nia ne répondit pas. Sa respiration était lente et mesurée, mais ses yeux profonds et sombres, étaient fixés sur l'endroit où la silhouette avait été. Camille se retourna, le cœur battant, et attrapa son téléphone. Ses doigts étaient instables alors qu'elle composait le numéro. La police arriva 15 minutes plus tard. À ce moment-là, le jardin était vide. Pas d'empreinte de pas dans l'herbe, pas de signe d'effraction. Rien que le poids persistant de quelque chose d'invisible, quelque chose qui avait été là mais n'avait laissé aucune trace. Les officiers intervenants firent de leur mieux pour être rassurants. Ils fouillèrent le périmètre, vérifièrent les serrures, éclairèrent les arbres denses qui bordaient l'arrière de la propriété. Mais au final, c'était la même chose qu'avant, pas de preuves, juste la parole de Camille et le silence de Nia. Le détective Evans arriva en dernier. Il jeta un coup d'œil au visage de Camille et soupira. « Racontez-moi tout. » Elle lui raconta chaque détail, le son du grognement de Rex, la silhouette au bord du jardin, la façon dont elle avait disparu dès qu'elle avait allumé la lumière. Evans écouta sans l'interrompre, ses yeux se posant brièvement sur Nia, qui était assise sur le canapé avec Rex à ses pieds, les mains enfouies dans sa fourrure. « Avez-vous vu autre chose ?» demanda Evans. Camille secoua la tête. Il faisait trop sombre. Le détective expira lentement, se frottant la nuque. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. » Camille insista. « Ça veut dire qu'ils reviennent. » Evans ne discuta pas. Au lieu de cela, il sortit un bloc-notes de sa poche et griffonna quelque chose. « Je vais installer une caméra de sécurité, dit-il. Si quelqu'un surveille cette maison, je veux voir qui c'est. » Camille hocha la tête, la gorge serrée. Au moment où les officiers partirent, il était presque 3 heures du matin. Elle ferma les portes à double tour, vérifia les fenêtres 3 fois. Quand elle se glissa enfin dans son lit, l'épuisement pesant sur elle, elle écouta le son de la respiration de Rex à travers le babyphone qu'elle avait installé dans la chambre de Nia. Pour la première fois depuis son arrivée, elle était reconnaissante au-delà des mots qu'il soit là. Le lendemain matin, Nia était différente. Elle n'était pas contrariée, elle ne pleurait pas, mais il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir qui mettait Camille mal à l'aise. Elle prit son petit déjeuner en silence, son regard se tournant vers la fenêtre toutes les quelques minutes. Quand Camille tendit la main pour toucher son épaule, elle ne se retira pas, mais elle ne se détendit pas non plus au contact. Après le petit déjeuner, elle sortit ses crayons de couleur et une feuille de papier. Camille la regarda commencer à dessiner. Au début, cela ressemblait à n'importe quelle autre image, Nia et Rex. Puis, lentement, les formes changèrent. Derrière eux, une silhouette sombre apparut, une ombre se tenant au bord du jardin, observant. Camille déglutit difficilement, ses doigts se resserrant sur le bord de la table. Rex, qui était couché à côté de la chaise de Nia, leva la tête. Il regardait aussi. Dehors, le soleil brillait, le ciel était clair, mais quelque part au-delà des arbres, quelque chose ou quelqu'un attendait. Et Camille savait, avec une certitude écœurante, que ce n'était pas fini. La caméra a été installée le lendemain. Le détective Evans est arrivé avec un technicien, un homme calme à la carrure filiforme qui a travaillé rapidement, montant le petit appareil discret au-dessus de la porte d'entrée. Un autre a été placé à l'arrière de la maison, orienté vers le jardin. Camille regardait depuis le porche, les bras croisés sur sa poitrine. Détecteur de mouvement, expliqua Evans alors que le technicien ajustait les paramètres. Il enregistrera tout ce qui bouge à moins de 10 mètres. Si quelqu'un revient, nous l'aurons sur la bande. Camille hocha la tête, bien que cela ne fasse que peu pour apaiser le nœud de tension dans son estomac. Evans jeta un coup d'œil vers la maison, ses yeux se posant brièvement sur la fenêtre où Nia s'était tenue la nuit précédente. Elle n'était pas là maintenant, mais il savait, tout comme Camille, que l'image d'elle debout dans cette pénombre, fixant l'obscurité, n'était pas une que l'un ou l'autre oublierait de sitôt. « Essayez de continuer comme si de rien n'était, dit-il. Ne lui montrez pas à quel point vous êtes inquiète. » Camille laissa échapper un souffle court. « Je ne suis pas sûre qu'elle voit grand-chose ces jours-ci. » Evans ne dit rien.
Ils connaissaient tous les deux la vérité. Nia voyait plus qu'elle ne le laissait paraître. Cette nuit-là, Camille vérifia de nouveau les serrures, se déplaçant de porte en silence. Elle ferma hermétiquement les rideaux, puis s'attarda devant la porte de la chambre de Nia. À travers la petite fente, elle pouvait voir la douce lueur de la veilleuse de sa fille, la forme de Rex enroulé au pied du lit, ses oreilles bougeant au moindre bruit. Cela semblait sûr. Elle voulait croire que c'était sûr, mais au fond d'elle, elle savait que non. Elle essaya de dormir, mais le poids de l'anticipation la tenait éveillée. La maison était silencieuse, à l'exception du craquement occasionnel du bois et du bourdonnement lointain des cigales à l'extérieur. Chaque petit bruit faisait sursauter son cœur. Elle resta allongée là pendant des heures, écoutant, attendant. À un moment donné, l'épuisement prit le dessus. Elle s'assoupit, ses rêves agités, remplis de formes indistinctes se déplaçant dans le noir. Puis, soudain, un bruit. Un aboiement sec et guttural. Camille se redressa d'un bond. Rex. Son pouls battait dans ses oreilles alors qu'elle jetait les couvertures et courait dans le couloir. La porte de la chambre de Nia était ouverte, tout comme la nuit précédente. Rex se tenait à la fenêtre, son corps rigide, sa posture protectrice. Il grognait, profond et menaçant, les dents découvertes, sa fourrure hérissée le long de sa colonne vertébrale. Nia était à côté de lui, sa petite main agrippant son collier. Camille bougea à peine consciente de ses gestes. Elle les rejoignit en quelques secondes, suivant le regard du chien vers le jardin. Là. Une silhouette sombre, juste au-delà de la portée de la lumière du porche. Observant. Tout en Camille se glaça. Elle bougea sans réfléchir, attrapant la lampe, inondant la pièce de lumière. L'ombre bougea, mais cette fois, elle ne disparut pas immédiatement. Pendant une fraction de seconde, la silhouette hésita, un instant où Camille jura avoir vu sa tête s'incliner, les observant. Puis elle disparut, s'évanouissant dans les arbres. Rex se jeta en avant, aboyant furieusement, son corps tendu d'une énergie à peine contenue. Il voulait poursuivre, voulait courir, mais la prise de Nia se resserra sur son collier, le retenant. Camille attrapa sa fille, l'éloignant de la fenêtre, la protégeant. Ses mains tremblaient alors qu'elle attrapait le téléphone, son souffle rapide et irrégulier. Evans répondit à la deuxième sonnerie. Il est de retour, les mots sortirent rauques, à peine plus qu'un murmure. J'arrive. L'appel se termina. La police arriva encore plus vite cette fois. Un balayage de la zone, des lampes de poche coupant les ombres sombres qui s'étiraient sur le jardin. Mais comme avant, il n'y avait rien. Pas d'empreinte de pas, pas de signe d'effraction. Juste l'absence. Juste l'empreinte froide de quelque chose d'invisible s'échappant avant de pouvoir être attrapé. Evans se tenait sur le porche, les mains sur les hanches, son expression indéchiffrable. Il avait regardé la séquence de sécurité, avait vu la silhouette rôder juste au-delà de la clôture, mais ce n'était pas suffisant. L'image était trop sombre, trop granuleuse. Il vous teste, dit finalement Evans. Pour voir jusqu'où il peut aller avant que vous ne paniquiez. Camille déglutit. Qu'est-ce que je fais? Evans regarda de nouveau la maison. Rex était assis au pied de Nia, ses yeux toujours fixés sur le jardin. La fillette se tenait avec une main enfouie dans sa fourrure, l'autre tenant quelque chose fermement contre sa poitrine. Un morceau de papier. Evans fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Camille jeta un coup d'œil à sa fille, puis lui retira délicatement le dessin des doigts. Son estomac se noua. C'était une autre image. Nia et Rex. Le jardin. La fenêtre. Et l'ombre. Mais cette fois, il y avait quelque chose de nouveau. Un détail qui n'était pas dans les autres. La silhouette avait une main, et sur cette main, une longue cicatrice dentelée. La prise de Camille sur le papier se resserra. Evans se pencha, sa voix basse. Elle se souvient. Pour la première fois depuis que tout avait commencé, quelque chose changea. Pas seulement de la peur, pas seulement de l'impuissance. Quelque chose de solide, de réel. Un indice. Et Camille sut que ce n'était pas fini. Pas encore.
Le dessin était posé sur la table de la cuisine entre eux. Les couleurs étaient vives sur le papier blanc, noir pour la silhouette dans l'ombre, marron et fauve pour Rex, jaune vif pour la lumière du porche qui illuminait la scène. Mais c'est la cicatrice qui retenait l'attention de Camille. Elle était longue, dentelée, coupant la main de la silhouette comme le rappel de quelque chose d'inachevé, de laissé derrière. Evans l'étudia en silence, ses doigts tapotant le bord usé de la table. Son visage ne laissait rien paraître, mais Camille savait que c'était plus qu'une simple image vague issue de l'esprit d'un enfant. Nia se souvenait de quelque chose. Et si elle s'en souvenait, cela signifiait qu'il y avait un passé à cela, une connexion qui allait au-delà de l'intrusant visage rôdant dans leur jardin. Quand avait-elle vu cette cicatrice auparavant? Evans expira finalement, se redressant. Nous devons suivre cette piste. Si elle se souvient de détails, cela signifie que quelque chose commence à percer. Camille regarda vers le salon, où Nia était assise par terre avec Rex, ses doigts peignant étrangement sa fourrure. Le chien était parfaitement immobile, ses oreilles tressaillant au moindre bruit. Il était devenu son ancre, sa constante. Comment pouvons-nous la faire nous en dire plus, demanda Camille. Elle ne parlera pas. Elle n'essaiera même pas. Evans hésita. Elle ne parlera peut-être pas, dit-il prudemment, mais elle communique quand même. Camille suivit son regard vers la table. Le dessin. La réponse n'était pas dans les mots. C'était dans ce que Nia pouvait leur montrer. Le lendemain, Camille s'assit avec sa fille à la table de la cuisine, glissant une feuille de papier vierge vers elle avec une boîte de crayons de couleur. Nia la regarda, puis Rex, qui était assis à côté de sa chaise comme un gardien silencieux. Ses petits doigts planèrent au-dessus des crayons avant qu'elle ne prenne finalement le noir. Elle commença à dessiner. Au début, c'était la même chose qu'avant, elle, Rex, le jardin, la silhouette se tenant à distance. Mais ensuite, elle ajouta quelque chose de nouveau. Une camionnette. Camille déglutit difficilement. Elle était garée près du trottoir, légèrement inclinée comme si elle était capturée en mouvement. Les fenêtres étaient sombres, mais Nia avait dessiné quelque chose à l'intérieur. Une forme. Une personne. Camille se pencha, son cœur battant. « Ma chérie » murmura-t-elle, gardant sa voix douce et stable, « qui est-ce » Nia ne leva pas les yeux. Elle ne parla pas. Mais elle prit le crayon rouge et coloria soigneusement la manche de la veste de la personne. Rouge. La même couleur qu'elle avait utilisée pour la cicatrice. Le pouls de Camille rugit dans ses oreilles. Evans arriva moins d'une heure plus tard. Il s'assit à la table, étudiant le dessin pendant que Nia était assise par terre à côté de Rex, le dos légèrement tourné comme si elle ne voulait pas faire partie de cette discussion mais ne pouvait se résoudre à partir. Une camionnette, murmura Evans, plus pour lui-même que pour Camille. Il traça légèrement du doigt les contours du croquis, son expression se durcissant. Nous pourrions peut-être utiliser ça. Comment ? Demanda Camille, la voix rauque. Si elle se souvient de la cicatrice et de la camionnette, alors ce n'est pas seulement quelqu'un qui la surveille maintenant. C'est quelqu'un qu'elle a déjà vu. Probablement quelqu'un qui était là cette nuit-là. Les mots s'abattirent sur la pièce comme un poids. Evans se pencha en avant. Il y a eu une affaire l'année dernière. Dans une autre partie de l'État, mais le même schéma. Un homme dans une camionnette. Une petite fille a disparu de son jardin. Aucun signe d'effraction, aucune preuve laissée derrière. La gorge de Camille se serra. L'ont-ils retrouvé ? Evans hésita. Et ce fut toute la réponse dont elle avait besoin. Il se rassit, se frottant la mâchoire. Il nous en faut plus, admit-il. Le dessin est quelque chose, mais il nous faut du concret. Camille regarda Nia. Et si elle ne peut rien nous donner d'autre ? Evans resta silencieux un long moment. Puis, doucement, il dit, elle l'a déjà fait. Cette nuit-là, Camille dormit à peine. La camionnette. La cicatrice. La forme sans visage dans les ombres. Elle resta éveillée, écoutant le bruit de la respiration de Rex, guettant le moindre bruit à l'extérieur de la fenêtre. Elle savait maintenant que quiconque était là-bas n'était pas un simple intrus. Ils étaient liés au passé de Nia. Et ils n'en avaient pas encore fini.
Le lendemain matin, elle trouva un autre dessin. Nia l'avait laissé sur la table de la cuisine, soigneusement placé à côté de son assiette de petit déjeuner. Les mains de Camille tremblaient en le ramassant. Il était différent des autres. Ce n'était pas le jardin. Ce n'était pas la maison. C'était l'intérieur d'une camionnette. Rex était assis à côté d'elle, observant, attendant. Camille prit une inspiration tremblante et attrapa son téléphone. Il était temps d'en finir. Le dessin de la camionnette a hanté Camille pour le reste de la journée. Ce n'était pas juste une autre image vague de l'esprit de Nia. C'était spécifique. Les détails étaient nets, le tableau de bord, la forme des sièges, la façon dont les fenêtres avaient été assombries de l'intérieur. Nia n'avait pas seulement vu cette camionnette de loin. Elle avait été à l'intérieur. Cette prise de conscience a envoyé un frisson le long de la colonne vertébrale de Camille. Elle savait maintenant que l'homme qui surveillait leur maison n'était pas un étranger pour Nia. Il n'était pas juste quelqu'un qui passait par là ou testait leur défense. Il faisait partie de son passé, le passé qu'elle avait enfoui si profondément qu'il lui avait volé la voix. Il avait été dans sa vie auparavant, et pour une raison quelconque, il était revenu. Evans est arrivé peu de temps après l'appel de Camille, son expression tendue par quelque chose de proche de l'urgence. Il a placé le dessin sur la table devant lui, traçant lentement du doigt les lignes. Les détails étaient d'une précision troublante. Elle se souvient de plus de choses qu'elle ne le laisse paraître, dit-il d'une voix pensive. La disposition de la camionnette, la position des sièges. Ce n'est pas un vague souvenir. C'est réel. Camille déglutit difficilement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Evans se renversa sur sa chaise, expirant. On trouve la camionnette. La recherche commença immédiatement. Evans lança une alerte pour tout véhicule correspondant à la description, une camionnette de couleur sombre, peut-être avec des vitres teintées sur mesure. Il sortit de vieux dossiers, cherchant des rapports similaires. Pendant qu'il travaillait, Camille observait de l'autre côté de la pièce, les nerfs à vif. Nia était assise tranquillement par terre avec Rex, ses petits doigts enfouis dans sa fourrure épaisse. Elle n'avait pas réagi à la discussion, n'avait montré aucun signe qu'elle écoutait, mais Camille savait qu'il n'en était rien. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas facilement. Camille resta éveillée, écoutant les craquements de la maison, le bruissement du vent à l'extérieur. Chaque ombre semblait plus profonde, chaque son magnifié. Elle avait pris l'habitude de garder les rideaux fermés en permanence, mais elle sentait toujours la présence au-delà. La connaissance. Quelque temps après minuit, Rex leva la tête. Il fut réveillé en un instant, les oreilles dressées, le corps tendu. Camille s'assit, le souffle coupé. Un bruit, un léger frottement, comme des pas sur du gravier. Rex laissa échapper un grognement sourd, profond et avertisseur. Camille bougea rapidement. Elle attrapa son téléphone, les mains fermes malgré la peur qui se tordait dans son estomac. Elle ouvrit l'application de sécurité et afficha le flux vidéo en direct. Une silhouette passa devant la clôture, ne s'attardant pas cette fois, ne regardant pas. S'éloignant. Partant. Le cœur de Camille battait dans sa poitrine. Qui que ce soit, il ne se contentait plus de regarder. Il s'était approché. Ils avaient été près de la maison, assez près pour que Rex les sente. Et maintenant, ils partaient. Mais pourquoi? Elle composa le numéro d'Evans, sa voix basse et contrôlée alors qu'elle expliquait ce qui s'était passé. Il arriva à la maison en quelques minutes, sa voiture s'arrêtant silencieusement devant l'allée. Il vérifia le jardin, sa lampe de poche balayant l'herbe, la ligne de la clôture. Il y avait de faibles empreintes dans la terre, du genre laissées par des pas prudents et mesurés. Il n'était pas juste là, murmura Evans. Il cherchait quelque chose. Ou quelqu'un. Cette pensée glaça Camille. Le lendemain matin, Evans appela avec une mise à jour. Ils avaient trouvé une camionnette correspondant à la description sur une caméra de circulation, à 2 villes de là. Elle était enregistrée au nom d'un homme nommé Carl Deveau, un livreur avec un casier judiciaire pour vol à l'étalage et violation de propriété. Mais ce n'est pas ce qui a attiré l'attention de Camille. C'était la photo jointe à son dossier. Sa main. La cicatrice.
L'estomac de Camille se tordit. C'était lui. L'homme des dessins de Nia. L'homme qui avait été dans leur jardin. L'homme qui, à un moment donné, avait enlevé sa fille. La voix d'Evans était sombre. On y va. La recherche les a conduits à une cabane à la périphérie du comté voisin, nichée au cœur des bois. C'était un vieil endroit, ses murs usés par le temps, son toit s'affaissant par endroits. Le genre d'endroit qui passe inaperçu, oublié. Mais quelque chose n'allait pas. Rex le sentit en premier. Dès qu'ils sortirent de la voiture, sa posture changea, sa queue se raidit, ses oreilles s'aplatirent. Il grogna, le son bas et constant. Evans échangea un regard avec son équipe. Ils avancèrent prudemment. La porte d'entrée était verrouillée, mais une fenêtre latérale avait été laissée ouverte, juste assez pour suggérer que quelqu'un avait été négligent. Ou confiant. L'intérieur était spartiate. Une vieille table, un lit de camp, quelques boîtes de conserve vides. Mais alors, Evans remarqua autre chose. Une planche de bois légèrement surélevée sur le bord. Son pouce accéléra. Il s'agenouilla, pressant ses doigts contre la jointure. Elle était lâche. D'un signe de tête silencieux à son équipe, il la souleva. Un escalier menant vers le bas. L'air changea alors qu'il descendait. Il était humide, vicié. Et puis un son. Une respiration douce, faible. La lampe de poche d'Evans balaya le sous-sol. Les murs étaient bordés d'étagères, de vieux outils, de boîtes de peinture rouillées. Mais dans le coin le plus éloigné, à moitié cachée dans l'ombre, une fille. Ses vêtements étaient déchirés, sa peau pâle, ses yeux écarquillés de peur. Elle avait été enchaînée à la cheville, mais la serrure était faible. Evans bougea rapidement, déverrouillant le cadenas, la soulevant doucement. Emma Sullivan, souffla-t-il. La fille qui avait disparu il y a 6 mois. Vivante. Camille se tenait en haut des escaliers, figée. Rex était assis à côté d'elle, immobile comme une pierre. Elle regarda l'enfant, puis Evans, et de nouveau l'escalier sombre. Les pièces du puzzle se mettaient en place, et elle savait au fond de ses os que ce n'était plus seulement à propos de Nia. La salle d'audience était bondée. Des rangées de spectateurs bordaient les bancs en bois, chuchotant entre eux, leurs voix feutrées mais électriques de curiosité. L'affaire avait captivé la ville, dépassant les frontières tranquilles de leur communauté pour faire les gros titres régionaux. Tout le monde voulait voir l'homme qui avait enlevé des enfants. Tout le monde voulait assister à la justice rendue. Camille était assise au premier rang avec Nia à côté d'elle. La petite fille était pressée contre elle, ses doigts fermement enroulés dans la fourrure épaisse de Rex, qui était couché docilement à ses pieds. Le chien restait immobile, mais ses yeux vifs balayaient la pièce comme s'il cherchait des menaces invisibles. Il était une présence de force tranquille, un gardien au milieu du chaos. De l'autre côté de la pièce, Carl Deveau était assis à la table de la défense, le visage impassible, les mains calmement posées sur ses genoux. Il portait la même expression banale que le jour de son arrestation, comme si rien de tout cela ne le touchait. Mais Camille pouvait le voir, la tension dans ses doigts, le léger tressaillement occasionnel de sa mâchoire lorsqu'il serrait les dents. Il était nerveux. Et il avait de quoi. La procureure, Jenna Collins, se leva pour sa déclaration liminaire. Elle était vive et méthodique, son ton mesuré mais ferme. Elle a brossé un tableau des crimes de Deveau, les mois de harcèlement, la planification méticuleuse, le moment où il a enlevé Emma Sullivan de sa maison en pleine nuit. Le fait qu'il soit revenu pour surveiller Nia, pour s'assurer que ses secrets restaient enfouis. Lorsqu'elle a parlé d'Emma, les parents de la jeune fille, assis quelques rangs derrière Camille, ont laissé échapper un sanglot silencieux. Emma elle-même n'était pas présente aujourd'hui, ses médecins avaient déterminé qu'elle n'était pas prête à affronter son ravisseur. Mais sa déclaration avait été enregistrée, un récit obsédant de murs froids et humides et de menaces murmurées dans le noir. L'avocat de la défense de Deveau, un homme raide en costume gris nommé Michael Grave, se leva ensuite. Son approche était claire, discréditer les preuves, présenter son client comme une victime des circonstances. Il a soutenu que la séquence de sécurité n'était pas concluante, que les dessins étaient l'imagination d'un enfant qui s'emballait, que le témoignage d'Emma Sullivan n'était pas fiable après des mois de traumatisme. Mais Camille n'était pas inquiète.
Elle avait vu le visage de Devo quand ils avaient trouvé Emma, le léger écarquillement de ses yeux, la contraction infime de ses mains. Il savait que c'était fini. Le procès s'est déroulé rapidement. Des témoins ont été appelés, Evans, qui a décrit l'enquête en détail, l'expert en criminalistique, qui a confirmé l'ADN de Devo sur les chaînes trouvées au sous-sol, l'officier qui l'avait arrêté. Mais quand ce fut au tour de Nia de témoigner à la barre, l'ambiance de la salle changea. Un silence tomba sur la salle d'audience alors que Camille conduisait sa fille vers l'avant. Les petits doigts de Nia n'ont jamais quitté la fourrure de Rex, sa prise se resserrant à l'approche de la barre des témoins. Le juge, un homme plus âgé aux yeux sages, a permis à Rex de s'asseoir à côté d'elle, comprenant l'importance de sa présence. Jenna Collins s'approcha prudemment, sa voix douce. « Nia, ma chérie, te souviens-tu pourquoi nous sommes ici aujourd'hui ?» Nia ne parla pas. Elle hocha seulement la tête, ses yeux sombres se tournant vers l'homme de l'autre côté de la pièce. « Peux-tu nous dire si tu as déjà vu cet homme avant ?» Jenna fit un geste vers Devo. Nia ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, elle leva le bras, son petit doigt pointant directement sur lui. La réaction fut immédiate. Un murmure parcourut la foule. L'avocat de Devo se leva brusquement. Objection. L'enfant a été exposé à plusieurs reprises à des images de mon client avant le procès. Cette identification n'est pas fiable. Le juge leva une main pour le silence. Rejeté. Continuez, mademoiselle Collins. Jenna s'accroupit légèrement, gardant sa voix douce. Nia, est-ce que cet homme t'a déjà parlé ? Pendant un long moment, rien ne se passa. La respiration de Nia était superficielle, ses doigts fermement enroulés dans la fourrure de Rex. Puis, à peine perceptible, sa main tressaillit. Un mouvement subtil, mais Rex comprit. Les oreilles du berger allemand se dressèrent, ses muscles se tendant sous la main de Camille. Un grognement sourd gronda de sa poitrine. Pas agressif, mais ferme. Une réaction. Une reconnaissance. La salle se figea. Devo se raidit, ses jointures blanchissant contre la table. Jenna le vit. Le jury aussi. Le grognement s'intensifia, un son de certitude, d'avertissement, de vérité. Rex savait. Devo bougea, son sang-froid se fissurant, sa jambe rebondissant sous la table. Ses doigts tapaient contre le bois poli. Il se désagrégeait. Jenna se retourna vers le juge. « Votre honneur, j'aimerais rappeler le détective Evans à la barre pour un témoignage complémentaire. » Evans s'approcha, prenant sa place avec l'aisance d'un homme qui avait passé des années dans les salles d'audience. Jenna ne perdit pas de temps. « Détective, cet animal a-t-il déjà rencontré l'accusé auparavant ?» Evans secoua la tête. « Pas à ma connaissance. » Alors pourquoi réagirait-il à lui maintenant ? Evans jeta un coup d'œil à Rex, qui était toujours fixé sur Devo. Parce que les chiens n'oublient pas. Un frisson parcourut la galerie. La tension dans la salle s'épaissit alors que Jenna se retournait vers la table de la défense. « Monsieur Devo, avez-vous une explication sur la raison pour laquelle cet animal vous reconnaît ?» Pour la première fois, il parut acculé. Son avocat se pencha, chuchotant furieusement, mais Devo ne répondit pas. Sa mâchoire était si serrée qu'elle semblait douloureuse. Camille pouvait le voir, la sueur perlant sur son front, la façon dont ses doigts se recroquevillaient contre ses paumes. Il savait. Il savait que c'était fini. Le lendemain, il a changé son plaidoyer, coupable. La salle d'audience explosa. Une vague de soulagement, de chagrin, de justice s'installant. Camille resta figée, Rex pressé contre sa jambe, sa chaleur l'ancrant. À côté d'elle, Nia inspira lentement, et puis, pour la première fois en des mois, elle murmura « Merci ». Les jours qui ont suivi le procès sont passés dans un flou. La ville est passée à autre chose rapidement, comme le font toujours les petites villes. Mais pour Camille, le poids de ce qui s'était passé persistait. La maison ne semblait plus être un lieu hanté par des ombres invisibles, mais un certain silence demeurait. Un silence différent, non pas le genre oppressant et craintif qui s'était installé après cette nuit-là, il y a un mois, mais le genre qui vient après une tempête. Un silence de reconstruction, de guérison.
Karl Devoe avait été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Son dernier moment dans la salle d'audience tournait en boucle dans l'esprit de Camille, la façon dont ses épaules s'étaient affaissées lorsque la prise de conscience s'était installée, la façon dont ses yeux s'étaient tournés vers Nia avant que les gardes ne l'emmènent. Mais cela n'avait plus d'importance. Il était parti. La menace était terminée. Pourtant, Camille ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose était resté inachevé. Nia avait parlé dans la salle d'audience. C'était un murmure, à peine audible, mais c'était réel. C'était le sien. Depuis lors, Camille avait écouté, attendant d'entendre à nouveau la voix de sa fille. Mais les mots n'étaient pas revenus. La maison était différente maintenant. Les serrures avaient été remplacées, de nouvelles mesures de sécurité mises en place. Les fenêtres ne retenaient plus Nia captive la nuit, elle ne restait plus assise, pressée contre la vitre, à attendre la silhouette dans le noir. Mais elle ne parlait toujours pas. Au lieu de cela, elle s'accrochait à Rex. Le berger allemand ne la quittait jamais. Il la suivait de pièce en pièce, sa présence une réassurance tacite. Elle le nourrissait maintenant, remplissant son bol chaque matin avec des mains prudentes, le regardant manger. Elle brossait sa fourrure, faisait de longues siestes recroquevillées à côté de lui sur le canapé. Et elle dessinait. Les dessins aussi ont changé. Au début, ils étaient remplis d'ombre, de silhouettes sombres au bord de la page, de petites formes effrayées au premier plan. Puis, lentement, ils ont commencé à changer. Les ombres se sont estompées, les silhouettes sont devenues plus lumineuses, plus claires. La dernière image que Camille a trouvée, épinglée sur le réfrigérateur, était différente de toutes les autres. C'était un dessin de Nia debout à côté de Rex, mais cette fois, elle souriait. Camille s'y est accrochée. Les jours ont passé. Les cauchemars sont devenus moins fréquents. Nia se réveillait encore certaines nuits, tremblante, s'accrochant à Rex, mais la terreur silencieuse s'était estompée de ses yeux. Elle ne se figeait plus quand quelqu'un frappait à la porte. Elle ne se raidissait plus quand Camille quittait la pièce. Elle guérissait. Un soir, Camille se retrouva assise sur le porche arrière, une tasse de thé à la main, tandis qu'elle regardait Nia dans le jardin. Le soleil se couchait, le ciel peint de rose et d'orange doux. La fillette était assise en tailleur sur l'herbe, regardant Rex se rouler paresseusement sur le dos, les pattes tressaillant. C'était paisible. Camille expira, se laissant ressentir cette paix. Il y avait longtemps qu'elle ne s'était pas permis cela. Puis elle l'entendit. Doux, silencieux, mais indubitable. Un rire. Elle se retourna brusquement, son cœur battant contre ses côtes. Nia riait. Ce n'était pas fort, ce n'était pas le rire insouciant dont Camille se souvenait d'avant, mais c'était réel. C'était le sien. Des larmes piquèrent les yeux de Camille alors qu'elle posait sa tasse, se levant lentement, ne voulant pas effaroucher ce moment. Rex s'était remis sur ses pattes, sa queue remuant alors qu'il regardait Nia, la langue pendante. La fillette tendit la main, lui ébouriffant la fourrure. « Bon chien », murmura-t-elle. Le souffle de Camille se coupa. Elle n'avait pas imaginé. Nia avait parlé. Les mots étaient doux, fragiles, comme s'ils se testaient pour la première fois depuis des mois. Mais ils étaient là. L'air autour d'eux changea. Nia leva les yeux, croisant le regard de Camille. Quelque chose passa entre elles, une compréhension, un moment de soulagement partagé. Puis, lentement, prudemment, Nia se leva. Elle trottina jusqu'à l'endroit où Camille se tenait, figée sur le porche, ses petites mains s'agitant le long de son corps. Camille s'agenouilla, se mettant à la hauteur de sa fille, attendant. Nia hésita un long moment, puis, presque imperceptiblement, elle murmura. « Tu m'as manqué. » Les mots brisèrent quelque chose à l'intérieur de Camille. Elle serra sa fille dans ses bras, la tenant fort, sa gorge se nouant contre le sanglot qui menaçait de s'échapper. « Tu m'as manqué aussi, bébé », murmura-t-elle dans ses cheveux. Elle sentit Nia expirer contre elle, une libération lente et régulière, comme si elle laissait partir quelque chose de lourd. Et puis, enfin, complètement, sa fille lui est revenue. Le chemin à parcourir ne serait pas facile.
Il y aurait encore des cauchemars, il y aurait encore des souvenirs, des cicatrices laissées dans les espaces silencieux entre les jours. Mais elle les affronterait ensemble. Parce que maintenant, Nia n'était plus piégée dans le silence. Elle avait retrouvé sa voix, et elle n'allait plus jamais la laisser s'en aller. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner pour ne pas en manquer d'autres comme celle-ci. Consultez d'autres vidéos pour plus d'histoires captivantes et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient l'apprécier.